Donc c'est de révéler la vie que nous sommes, et pas cet ego qui se croit important. On va révéler vraiment ce que nous sommes, et de plus en plus. Et c'est de là que va naître une autre forme de réussite. Une réussite qui vient de quelque chose de beaucoup plus profond, de ce que nous sommes profondément. Ah ben forcément, oui, 30 ans, ça fait un bout de chemin. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, beaucoup de traversées de toutes sortes, y compris des traversées du désert. Donc forcément, oui, ça fait long. C'est une longue, longue expérience, et c'est un périple. Ouais. Ben, en réalité, au départ, je ne voulais pas créer d'activité, je voulais pas transmettre, je voulais pas enseigner du tout. J'étais pas du tout, je me sentais pas, comment dire, je ne me sentais pas compétent, ni prêt à faire ce genre de choses. Et les circonstances ont fait que je me suis retrouvé. Personne m'a dit, écoute, avec tout ce que tu sais, toutes les formations que tu as faites, tu peux aider. Moi, j'ai une personne qui est en difficulté, je te l'envoie, tu t'occupes d'elle. Puis, je n'étais pas très chaud. Puis, bon, j'ai quand même accepté. J'ai accompagné cette personne. Elle était ravie, elle est repartie transformée, elle fait des éloges, me dit c'est fantastique ce que vous faites, ce que vous avez, vous avez un don. Moi, je ne me reconnaissais pas tellement ce don, mais en tout cas, voilà. Et cette personne avait un immense réseau de personnes. Et elle a commencé à m'envoyer du monde, et je me suis retrouvé malgré moi avec tout un cabinet sur le dos. Donc j'ai dû officialiser mon activité, et j'ai commencé à enseigner. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir de plus en plus de monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, comment dire, en fait, le fait de ne pas avoir voulu, je pense aujourd'hui, au début, de ne pas être... j'en ai pas fait un objectif, j'en ai pas fait un métier, ça me donnait un certain recul, un certain détachement. Et je pense que à ce moment-là, j'ai bien fait mon travail. Parce que je voyais les personnes qui venaient, et j'avais le souci vraiment de leur apporter le meilleur, de vraiment les accompagner, de les aider, de me dire comment je peux faire. Cette difficulté de départ, en fait, que fut la mienne de transmettre, a été finalement une bénédiction. Parce qu'elle m'a mis dans un état d'esprit particulier qui a fait que euh, bah, j'ai pris à cœur d'aider ces personnes qui venaient me voir. Moi, dans ma propre formation, puisque bon, j'ai une formation psy, mais j'ai surtout passé beaucoup de temps avec des maîtres, des sages de différentes orientations, parce que j'ai pratiqué le zazen avec Karl Gradurkheim, j'ai rencontré des sages indiens, j'ai fréquenté, on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai rencontré un grand maître tibétain que j'ai fréquenté pendant près d'une quinzaine d'années, et tout leur enseignement est basé sur la bienveillance. Donc la bienveillance, l'amour, la compassion, c'est d'être bénéfique à l'autre. Et ce désir d'être bénéfique s'est imposé à moi comme une évidence, comme un moyen vraiment d'aider encore mieux les gens. C'est-à-dire de ne pas laisser interférer mon ego, mon propre esprit, dans ce jeu relationnel. Dalai Lama dit d'ailleurs toujours une chose qui, moi, m'a marqué, qui était très importante. Il disait, vous devez, dans vos relations, toujours avoir en toile de fond l'amour et la compassion. En sachant que l'amour, c'est de souhaiter, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'affectif, c'est d'avoir l'esprit de souhaiter du bonheur à l'autre, et si tant est qu'on peut y participer, on peut le faire. Et puis la compassion, c'est vraiment lui souhaiter de se libérer des causes de la souffrance. Donc mon souci était permanent, en permanence, de voir comment je pouvais amener les gens justement à se libérer des causes de la souffrance et actualiser les causes du bonheur. Et pour ça, j'ai vite compris que la meilleure chose que j'avais à faire était en quelque sorte de me purifier moi-même, de me libérer moi-même de mes propres obscurcissements, parce que une vitre entachée ne peut pas donner de lumière à son environnement, donc c'est indispensable.
Mais en réalité, alors ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas que ça me tient à cœur que les gens soient heureux. Mais si je développe ce sens de fraternité et que je vois les êtres autour de moi en souffrance, en difficulté, j'ai envie de dire, le bonheur, il a quelque chose même d'égoïste. C'est que c'est quand même plus agréable d'être, par exemple, imaginons qu'on est en famille, les enfants sont malheureux, ma femme est malheureuse, elle n'est pas très heureuse, moi ça ne va pas forcément me rendre heureux. Si tout le monde est joyeux, si tout le monde est heureux, donc je me dis, moi j'ai les ressources d'amener de la joie dans le cœur de ces gens, de ces personnes qui m'entourent, ça va créer de la joie, on va être dans un environnement beaucoup plus joyeux. Donc en fait c'est un partage. Je me dis, je ne vais pas garder ça pour moi. C'est comme si, imaginons, on va faire un pique-nique, moi, j'ai mes victuailles, les autres, ils ont rien, ils ont oublié d'apporter ce qui... Et je me vois pas bien en train de manger tout seul mon pique-nique. Et puis de regarder les autres en train d'avoir faim. Ça serait, non seulement ça serait pas correct, mais surtout, ça serait quand même étrange. Donc, quand en tout cas, moi, personnellement, je sais pas comment font les autres accompagnants, mais moi, c'est mon état d'esprit. C'est que je me dis, cette personne, elle vient me voir, elle doit supposer que j'ai quelque chose pour l'aider, donc je vais lui partager, je vais lui communiquer. C'est pas, je n'ai pas le pouvoir de rendre les gens heureux, j'ai juste le pouvoir de leur transmettre ce que j'ai appris et qui moi m'a rendu heureux, ce qui n'est pas la même chose. Alors j'ai commencé, pour tout dire, j'ai commencé à 26 ans, c'est effectivement très jeune pour enseigner. Euh, je me sentais terriblement maladroit. Je me sentais terriblement maladroit. Et surtout que je recevais des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. J'ai même eu, je citerai, mais un prêtre de 80 ans qui est venu me voir. J'avais très peu d'expérience, ça faisait seulement quelques années que j'enseignais. On est confronté à ce moment-là à une espèce de rapport étrange, se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter à ces gens qui ont une plus grande expérience de vie que moi ? Ils sont passés par des étapes par lesquelles moi je ne suis pas passé. Et c'est pour ça que j'avais du mal de reconnaître ma légitimité. Pour moi c'était une grande peine, une grande souffrance. Mais je me suis ravisé. D'ailleurs je me rappelle, un jour j'ai appelé Gérard Duruz, qui était mon grand ami et mentor, qui lui avait beaucoup d'expérience, plus d'expérience que moi, parce qu'il avait 50 ans, près de 50 ans. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il m'a dit, fais un autre métier. Si tu peux pas les aider, tu laisses tomber. Et ça m'a bousculé. Je me suis dit, mais en même temps, j'aimais ça. J'aimais ça parce que je voyais ces têtes tristes s'épanouir, je voyais les gens plus détendus, je voyais que je leur apportais quand même quelque chose. Donc ça m'interpellait. Donc il y avait cette espèce de conflit qui n'était pas facile à vivre entre ces personnes qui étaient, et puis même, notamment, même en termes de compétences, il y avait des scientifiques qui venaient me voir, des médecins, des gens qui étaient 1000 fois plus érudits que moi, et je me disais, mais je me suis dit, mais ils me font confiance, ça me troublait quelque part. J'étais vraiment très troublé, mais les gens allaient mieux. Mais j'ai compris aussi que c'est une transmission de savoir. Je ne suis pas là pour me substituer à la responsabilité des gens, je ne suis pas là pour encore une fois, pour le répéter, mais je ne suis pas là pour les rendre heureux à leur place, c'est pas moi qui vais faire les efforts. Si j'ai appris à faire du vélo, que je sais comment faire du vélo, dans le fond, quel que soit l'âge que j'ai, je peux leur apprendre à faire du vélo. Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas d'âge pour enseigner le vélo si je sais faire du vélo. Je savais gérer mon esprit, je savais me libérer d'une émotion, je savais... Tout n'était pas gagné, bien sûr, mais en tout cas, j'avais développé cette habileté grâce à, malgré tout, ces années pratiques, parce que même si je n'avais que 26 ans, j'avais commencé à pratiquer la méditation à 15 ans. Donc forcément, j'avais déjà un certain entraînement, une certaine habitude, mais ça, au moins, je pouvais le transmettre. Et bien sûr, il est clair que, avec ces 30 années de recul, je vois que j'ai commis beaucoup, beaucoup de maladresses, mais qui ont été, on dit bien d'ailleurs que l'adresse commence par la maladresse. Donc je me pardonne et je peux demander pardon à mes premiers élèves qui ont essuyé les plâtres. Oui, j'ai commencé très tôt parce que le moteur, c'était la souffrance.
C'est bien Bouddha qui disait la première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. C'est la souffrance, j'étais pas heureux, j'étais mal dans mes baskets, je comprenais pas, je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. En plus, ma vie ressemblait plus à un conte de Zola. Il y avait beaucoup de souffrance ambiante, mes parents étaient en grande souffrance. Ma mère était une immigrée polonaise, qui en plus était complètement illettrée. Hein. C'était très compliqué pour elle là, de faire face à la vie, avec en plus 7 enfants. Il y avait réellement une grande souffrance, et je ne comprenais pas ce monde dans lequel je vivais. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ça me paraissait absurde, et je me suis dit, mais si c'est ça la vie, autant repartir. Mais il y a l'autre aspect, c'est de se dire, je vais essayer de donner un sens à ça. Donc je me suis mis en quête, et j'ai commencé, très jeune d'ailleurs, à lire des livres. Je crois que mes premiers livres, c'était les livres de Raymond Moody que j'ai lus à l'adolescence. Ça paraît jeune, mais moi je voulais des réponses que mes parents ne m'apportaient pas, que j'étais anormalement mature pour mon âge, pendant que mes amis faisaient la fête, s'amusaient et tout. J'étais quelqu'un d'assez sérieux d'ailleurs à l'époque. J'étais quelqu'un de très sérieux, je passais pour quelqu'un de très sérieux, parce que ma mère étant en grande difficulté aussi, j'ai développé un sens on appelle ça l'hyper-responsabilité. Heureusement, j'ai appris à m'en débarrasser, parce que pendant très longtemps, je me sentais responsable de tout. Et ça, j'ai appris à m'en défaire. Mais c'est, en tout cas, le moteur, vraiment, le premier moteur, c'est vraiment cette souffrance, cette incompréhension devant la vie. Et il fallait que je donne un sens à cette vie. Ah oui, oui, inévitablement. D'abord parce qu'il y a les étapes de la vie. Il y a d'abord les étapes de la vie. Il y a le jeune de 26 ans qui commence à enseigner, et qui ne sait rien de la vie. On ne sait rien à 26 ans. On a toute la vie devant nous pour découvrir. D'ailleurs, aujourd'hui, je charrie beaucoup de personnes en leur disant entre 20 et 30 ans, on croit savoir, mais on ne sait strictement rien. À 30 ans, on commence à avoir des doutes sur son savoir, mais on se croit encore quelqu'un d'important. Puis à 40 ans, ça commence un peu à vaciller. C'est pour ça qu'on parle de la crise de 40 ans. Puis à 50 ans, on commence à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, finalement. Et j'ai presque envie de dire que la vie commence à 50 ans. Et donc forcément, j'ai passé d'abord, il y a toutes les étapes, ce qu'on appelle les crises, qui pour moi ne sont que des crises de croissance, mais il y a toutes ces étapes. On se croit important à 26 ans. On croit qu'on est important. On croit qu'on est important dans le monde, on est beaucoup plus identifié à son ego, à l'idée qu'on se fait de soi. Et ça va inévitablement s'effriter, surtout dans ce genre de réalisation. En plus, à 26 ans, j'ai rencontré chez Menzin Poche, là ça a été le tsunami. Ça a été le tsunami parce que j'ai rencontré un être accompli, réalisé, qui fait valser, qui fait voler en éclats toutes nos idées sur la vie. Parce qu'on a en face de nous un être qui incarne cette réalisation, cette sagesse. En plus, quand je l'ai rencontré, il avait 70 ans. Donc c'est quelqu'un qui avait une longue expérience de vie, avec des années de méditation. Et puis surtout, il le transpirait. On l'appelait la force immobile, d'ailleurs, tellement on sentait cette stature, cette stabilité, et là tout a volé en éclats pour moi. Ça a été un bouleversement intérieur important, qui a fait que tout était remis en question, même le fait que j'enseigne. Je me sentais tellement peu réalisé en comparaison avec sa grande sagesse. Et là, effectivement, je suis passé par une période vraiment très très difficile, de grandes remises en question, de profonds bouleversements intérieurs, qui ont fait que je doutais sérieusement de la validité de ma position pour enseigner. Et donc là, j'ai une période de flottement. C'est d'ailleurs, mon cabinet a commencé un peu à se vider. J'avais beaucoup moins de monde, et je commençais à m'inquiéter. J'avais plus cette motivation, parce que je me suis dit, mais qui je suis pour enseigner? Je vois cet être tellement réalisé, tellement accompli, et ça m'a bouleversé. Mais heureusement, d'ailleurs, sa présence a été aussi très bénéfique, parce qu'elle m'a aidé à développer une confiance, on va dire, en moi, beaucoup plus fondamentale. C'est plus cette confiance triomphaliste de l'ego. D'ailleurs, il m'a dit, je me souviens de ses paroles, il m'a dit, tu réussis moins parce que tu perds ton ego. Et là, j'ai compris que ma réussite était en rapport avec mon ego. Et maintenant que tu perds ton ego, voilà, tu ne réussis plus. Et au début, je n'avais pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et
petit à petit, je commençais à me rendre compte que la réussite devait devenir d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus fondamental, justement de cet éveil de l'être, de ce que nous sommes profondément. Et justement de se débarrasser de ce sentiment d'être important. Parce que personne n'est important. 7 milliards d'individus, qu'est-ce que représente un individu sur 7 milliards d'individus? Et mieux encore par rapport à l'univers. C'est pas qu'il faut se dévaloriser, ça n'a rien à voir avec le sens de dévalorisation. La dévalorisation, c'est je ne suis rien, mais dans le sens où je méprise ce que je suis. Là, c'est pas du tout ça. Au contraire, on va valoriser la vie que nous incarnons. Donc c'est de révéler la vie que nous sommes, et pas cet ego qui se croit important. On va révéler vraiment ce que nous sommes, et de plus en plus. Et c'est de là que va naître une autre forme de réussite. Une réussite qui vient de quelque chose de beaucoup plus profond, de ce que nous sommes profondément. Et là, il y a vraiment quelque chose de très très différent qui s'épanouit. Mais ça a été douloureux, comme toutes les naissances sont douloureuses. Les naissances ou les renaissances sont douloureuses. La naissance, on dit que c'est un traumatisme. On quitte un ventre chaud, douillet, on a été choyé, en tout cas il faut l'espérer, en espérant qu'il n'y a pas eu trop de traumatisme, mais on est éjecté dehors d'un seul coup. On quitte ce milieu en apparence confortable. Et là, c'est pareil. On quitte le confort des idées, parce que là, on va même beaucoup plus loin que la seule croyance. On va au-delà de la croyance. C'est plus des croyances, justement. C'est que toutes les croyances volent en éclats les unes après les autres. C'est qu'on réalise que la vie, c'est infiniment vaste, et c'est beaucoup trop vaste pour être conceptualisé. Donc c'est une autre réalité. Mais en même temps, on découvre cet espace de liberté énorme, où justement, dans cet espace si grand, comme le dit très bien Mathieu Ricard, un tsunami va paraître beaucoup moins important. Donc c'est quand plus on a conscience, justement, c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre, quand la vague réalise qu'elle est l'océan, quand on réalise qu'on est aussi l'océan, eh bien effectivement, quand on voit qu'on n'est plus seulement ce petit ego auquel on donne tellement d'importance, d'ailleurs quand on s'en détache, on réalise à quel point on est ridicule. Et là on est, mais waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, je suis tout ça, je donne tellement d'importance à ce que je suis. Mais les autres aussi, ils sont ça. Les autres aussi ont cette dimension. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre après. Donc ça prend une toute autre tournure. On transmet, on se dit, mais arrêtez de vous attacher à cette idée que vous vous faites de vous. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous vous faites souffrir inutilement. C'est comme une personne qui souffre, qui se dit, mais comment je vais payer mes dettes, comment je vais payer mes factures? Mais vous avez un compte en banque plein. Vous ne le voyez pas. Et c'est pareil, en fait. Et donc là, on transmet tout à fait autre chose. Donc là, il y a eu cette grande crise qui a été importante pour moi, qui a duré d'ailleurs, j'ai envie de dire, quelques années. Mais bien sûr, je n'étais pas désespéré, je n'étais pas déprimé. Au contraire, j'étais d'être dans la... On dit souvent, il y a des personnes qui disent qu'ils sont dans l'ombre de quelqu'un. Moi, j'étais dans la lumière de Rinpoche. Je bénéficiais de sa lumière. Moi, j'étais dans sa lumière. Donc ce sont des êtres qui sont incroyablement libérateurs. On n'est pas derrière eux, on n'est pas dans leur ombre. On est au contraire dans leur lumière. Donc et d'ailleurs, la différence qu'il y avait entre les démarches de psychothérapie que j'avais fait, où j'avais l'impression que ça me tirait vers le fond, je réalisais à quel point j'étais mal, etc. Mais là, c'était très différent, ça me tirait vers le haut. Ça me grandissait, ça me faisait grandir, mais pas dans le sens de l'ego. Ça me donnait plus d'espace, en fait, et plus de liberté. Alors, j'ai entendu dire des choses sur lui, mais je m'en suis jamais préoccupé, en fait. Je n'ai jamais cherché à savoir qui il était, d'où il venait, pourquoi, etc. J'ai juste appris, bien sûr, même beaucoup plus tard d'ailleurs, qui il était vraiment. J'ai appris que, alors, ça c'est la tradition bouddhiste qui le dit, qui serait un des 25 disciples, la réincarnation d'un des 25 disciples de Padmasambhava. Pour ceux qui ne savent pas qui est Padmasambhava, c'est lui qui a amené le bouddhisme au Tibet, avec 3 autres grands maîtres. Et il fait partie de cette longue lignée aussi de maîtres. Il est considéré comme un des 40 tulkus dans le bouddhisme tibétain. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tulku dans le bouddhisme tibétain, c'est un être qui atteint une très haute réalisation, et c'est la réincarnation d'un être de cette très haute réalisation. Voilà. Et c'est quelqu'un qui semblerait aurait
trouver des trésors, ce qu'on appelle des trésors dans le bouddhisme, c'est des enseignements qui ont été enterrés par des maîtres il y a très longtemps. Et donc j'ai appris que c'était quelqu'un dans la communauté tibétaine de vraiment très important et qui avait visiblement des capacités, des pouvoirs assez étonnants. Mais ça, c'est tout ce que je peux en dire. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand j'ai rencontré cet homme, d'abord j'étais déçu la première fois. Parce que quand je me souviens très bien que j'ai rencontré à Genève, j'ai vu un homme, un vieillard, assis dans son fauteuil, qui avait l'air de rien. Je me suis dit, bon, c'est ça, moi je sais pas, je devais attendre de voir des feux d'artifice exploser autour de lui, enfin des toutes choses comme ça, quelque chose qui se passe. Et puis non, en fait, c'était pas du tout ça. Et c'était quelqu'un de très simple, de très posé, de très calme. Ça me fait un peu penser à Maître Yoda quand on voit dans la Guerre des Étoiles. C'est vraiment ce petit homme qui avait l'air de rien, et qui est très posé. Puis moi j'étais très intimidé. C'est le premier jour où je l'ai rencontré. Et puis, comme je savais pas, je n'osais pas poser de questions, il me regarde très posément et il me pose la question en anglais. Alors là, je ne savais pas quoi lui dire. Et il a commencé à me poser des questions curieuses. Je me souviens de la toute première question qu'il m'a posée. Il me dit, quelle différence tu fais entre la relaxation et la méditation? Et je ne m'attendais pas à la question. Je connaissais en plus la réponse, mais silence intérieur, je ne savais plus quoi répondre. J'avais l'impression d'être à un examen. Et puis à ce moment-là, intérieurement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me pose comme question? Puis il me regarde, t'as l'impression que mes questions sont stupides, hein, qu'il me dit. J'ai lisé dans mes pensées. Et il s'est passé quelque chose d'étrange avec lui, à ce moment-là. Il était pour moi la réponse que je cherchais depuis toujours. Il incarnait cette sagesse, cette tranquillité surtout. Il était vraiment posé là. C'était un homme qui était posé là. Aujourd'hui, on parle sans arrêt de l'instant présent, plein de gens parlent de l'instant présent, qui sont dans l'instant présent. Lui, il ne le disait pas, il l'était. Il était là. Il ne pouvait pas être ailleurs que là où il était. Il était là. Il y avait quelque chose de... Et j'ai ressenti vraiment. Et en étant là, il m'amenait à être là. Et il m'a amené à prendre conscience d'une part de ma mortalité. Je me souviens, c'est la première chose que j'ai vécue, c'est que j'étais traversé par l'angoisse de mort. Ça peut paraître incroyable. Je dis, les gens ne vont pas oser rencontrer un homme comme ça. Il faut se rassurer, c'est tout le contraire. C'est que c'est comme si d'un seul coup, on réalise, c'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui attrape un cancer et qui prend conscience qu'un jour il va mourir. Les gens ne savent pas qu'ils vont mourir. Ils le savent, hein, mais ils ne veulent pas le réaliser, le voir. Là, ça m'a amené à ça. C'est comme si on m'avait annoncé, vous avez une grave maladie, il vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Et ça a eu cet effet de choc. Mais ça m'a réveillé en même temps. Je me suis dit, mais merde, tu vas mourir, il n'y a pas de temps à perdre. C'est comme si on me disait, c'est demain. Parce que, voilà, j'avais 26 ans, mais même une vie, comme disent c'est Bouddha qui disait, une vie c'est aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. Et c'est un éclair. Et là, je réalisais que ma vie était comme un éclair. Que c'était très court finalement une vie et qu'il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ça que ça m'a amené à prendre conscience. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Alors après, bon, évidemment, ça secoue, ça remue, c'est comme avec quelqu'un à qui on annonce une grave maladie. Tout le sens de sa vie, là, il y a tout qui se réveille. Quoi. On est confronté à des angoisses, à des peurs. On se dit, mais non, c'est... Et ça a été vraiment un choc important aussi, mais qui a été très déterminant, où là je me disais, mais t'es complètement à côté de tes ponts. Tu attaches tellement d'importance à ton moi, à tes idées, à tes concepts, à ta vue personnelle, et la vie c'est pas ça. Un jour tu vas mourir, tu vas partir, qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je donne des enseignements, je dis aux gens, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace, qu'est-ce que vous allez y mettre? Qu'est-ce que vous allez mettre dans cet espace? Et ça, c'est important, il faut se réveiller, et on va trouver dans la vie ce qu'on va y mettre. Et c'est là où c'est important, les choix qu'on fait. Les choix qu'on fait, est-ce qu'ils sont cohérents avec mes aspirations au bonheur? Je veux le bonheur, mais est-ce que ce que je fais, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de m'exprimer, est-elle cohérente avec mon aspiration au bonheur? Et ça, c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on va trier nos choix. On va commencer à regarder ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment important, qui va participer à mon bonheur, et d'abandonner ce qui ne l'est pas. Et là, on devient, j'ai envie de dire, beaucoup plus rigoureux. J'ai presque envie de dire même strict avec certaines choses parce qu'on se dit, ça n'entrera pas. Ça n'entre pas dans ma vie. Je ne vais pas le cultiver, je ne vais pas le faire exister.
Et on est comme des jardiniers, on cultive ce qu'on veut voir apparaître. On remplit son esprit de ce qu'on veut y voir. Et c'est là où c'est important de cultiver justement si on veut le bonheur, parce qu'on va comprendre vite que les causes du bonheur, c'est l'amour, la compassion, la bienveillance. Si on cultive ça, on va vraiment créer autre chose autrement. Et on va abandonner ce qui est source de souffrance. Les gens se disent, mais comment je fais? J'ai tellement de peur, j'ai tellement d'angoisse, il y a de la jalousie en moi. Mais d'abord, il faut en prendre conscience, l'accueillir, parce que c'est pas en le rejetant qu'on va s'en libérer, et cultiver, justement, comme des jardiniers. On abandonne ce qu'on veut plus et on fait exister ce que l'on veut. Donc, ressources et actualisation, c'est effectivement, là, ce qu'on vient d'entendre, tout ce processus, cette croissance personnelle de Bruno Lallemand. En même temps, ressources et actualisation est intervenu auprès d'organismes et d'institutions plus officielles, comme par exemple le fait d'être intervenu au sein d'une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision qui est France 3. Qu'est-ce qu'une chaîne de télévision, qu'est-ce qu'une entreprise de ce type-là a pu trouver ou a cherché dans ce que tu apportes toi, dans tes enseignements et ton accompagnement? Alors je suis intervenu auprès de France 3 parce qu'à l'époque j'avais une élève qui était venue, qui suivait mes cours, ça lui a fait beaucoup de bien, et elle me disait, tu sais, dans les chaînes de télévision, il y a un stress incroyable. Elle m'a dit, je pense que ça pourrait vraiment leur faire du bien, mais je ne voyais pas bien comment adapter à ça. Alors, en plus, je suis allé sur les lieux, c'est vrai que c'était extraordinaire. On m'a demandé d'abord de faire une conférence. J'ai fait une conférence à France 3. Il y avait des techniciens, il y avait des journalistes, et c'était très drôle. Je voyais les journalistes qui étaient là avec 2-3 téléphones, et qui appelaient, ils n'écoutaient pas de toute façon. Donc je me suis dit, bon, ça va pas être facile. Et puis en fait, j'ai récupéré surtout l'équipe de techniciens. Et pendant toute une année, je les ai accompagnés. Et je leur ai appris, je leur ai transmis justement ces connaissances, et ça leur a fait un bien fou. Bon, le problème, c'est que ça change très vite de direction, ça bouge tout le temps, il y a un speed, je crois que c'est vraiment le terme approprié, il y a un speed, une agitation, justement dans les chaînes de télévision qui est assez extraordinaire. C'est tout à l'heure, on l'emporte-pièce, on arrive, puisque d'ailleurs j'ai participé à des plateaux télé, et on vous pose, vous faites votre truc, et hop, ça y est, vous êtes dehors, vous n'avez pas le temps de dire vous n'avez pas le temps de dire au revoir, que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et là, donc, je suis intervenu auprès de cette équipe de télévision. Pendant toute une année, j'étais consultant, le temps de transmettre les 3 cycles de la formation. C'était étonnant. En plus, ça, c'est une époque où parler de méditation, c'était pas forcément bien accepté. On se disait, c'est quoi ce truc? Donc j'ai quand même réussi, mais parce que je pense que, en tout cas, tout au long de mon expérience, j'ai su m'adapter euh, à l'attitude des gens à l'époque. Il fallait savoir moduler son langage, sa manière de transmettre pour que les gens arrivent à comprendre. Parce qu'on est dans un monde, surtout en France, ce sont des gens extrêmement rationnels, fonctionnent beaucoup avec la raison. Donc il faut transmettre de manière très rationnelle, pas avoir un discours perché, sinon les gens ils prennent peur, ils s'en vont, et ils ont raison d'ailleurs. Je pense qu'il faut que ça reste rationnel de toute façon, la spiritualité. L'accomplissement personnel, la réalisation de soi, la méditation, c'est quelque chose de très rationnel, de très pragmatique. C'est pas du tout c'est comme ça. C'est pas du tout ça. Donc effectivement, il y a eu cette expérience. Donc, dans cette expérience, concrètement, tu as accompagné des personnes qui sont dans un cadre d'agitation. Oui. Tu les as accompagnées à gérer leur stress sur le lieu de travail par le biais de l'outil que tu proposes dans tes enseignements et tes cours de méthode, donc la méditation. Est-ce que c'est ça? Alors j'ai transmis, puisque la formation que je donne est une formation extrêmement graduelle. Je ne propose pas tout de suite aux gens de méditer, parce que la plupart des gens, il ne faut pas oublier, encore une fois, les orientaux, ils ont des millénaires d'expérience dans le domaine de la méditation. Pour nous, c'est quelque chose qui est complètement étranger, même encore aujourd'hui si on en parle. La preuve, c'est qu'il y a un Américain qui avait changé le terme de méditation pour l'appeler pleine conscience, parce que ça heurtait les gens, le mot méditation. Et il avait raison. C'est difficile, et même encore aujourd'hui, quand on en parle. Parce qu'on voit des personnes aujourd'hui, on a la chance de voir Dalai Lama, on voit Mathieu Ricard, mais ils sont habillés en moine, tout le monde ne se reconnaît pas dedans, ils se disent, j'ai pas envie de devenir moine. Même si j'entends bien, d'ailleurs, parce que je colle au discours, j'ai quand même fréquenté les bouddhistes pendant 15 ans, je colle à son discours, mais c'est important d'avoir vraiment cette approche extrêmement rationnelle.
Et j'ai toujours collé à cette phrase de Maman Damaï qui disait toujours « c'est de là où on en est qu'il faut partir ». Et il faut prendre les gens là où ils en sont pour les aider à évoluer. Et donc parfois le fait de parler de méditation, ça peut provoquer une espèce de choc et de blocage. Et quand on aborde très graduellement, progressivement, ça c'est ce qu'on propose dans la méthode, et bien là les gens ils comprennent. Et ils intègrent. Après, ils peuvent très facilement parler de méditation, méditer d'ailleurs. Ils comprennent mieux la méditation, ce qu'est réellement la méditation. Sinon, on rencontre vraiment beaucoup d'obstacles. Donc, c'est ce que j'ai proposé, d'ailleurs, à France 3. Donc, j'ai fait méditer une équipe de France 3. Tu as par ailleurs été aussi appelé par des institutions assez importantes qui sont les hôpitaux, par exemple. Alors, j'ai formé beaucoup de personnes, du personnel soignant dans les hôpitaux. Alors j'ai eu plusieurs contrats avec eux. J'ai formé parce que c'est un corps de métier qui est énormément soumis au stress. Et donc là il y avait, je me souviens d'ailleurs, une fois j'étais venu dans une équipe, j'étais venu à l'hôpital et je suis rentré dans la pièce. L'ambiance m'était terrible. Je leur dis, mais comment vous faites pour travailler dans une ambiance pareille? Moi, j'en serais incapable. Et puis tout de suite, les gens se disent, oui, mais c'est à cause de l'autre, Stop. On va arrêter avec ça. Et je leur ai proposé tout de suite une pratique. Je leur ai dit, écoutez, on va faire une petite pratique. Moi, je vous invite à faire. Puis c'est rigolo parce qu'il y avait les chefs qui allaient sortir. Non, vous restez avec. Et puis, je les ai tous invités à pratiquer, à se mettre en méditation, en quelque sorte. Et l'ambiance était transformée. Et j'aurais dit, et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Et ils étaient tous, waouh! Et j'ai dit, voilà, et ça, vous pouvez l'amener dans votre équipe. Arrêtez, pensez que d'abord vous êtes une équipe, vous n'êtes pas tout seul, c'est pas moi, il faut arrêter ça, et se dire que ce que vous allez mettre dans votre équipe, ce que vous allez trouver dans votre équipe, c'est ce que vous allez y mettre. Si vous pratiquez en plus ensemble, ça va changer. Et donc là, partant de là, et effectivement, l'atmosphère a changé. Bon, après, l'administration, à l'époque, c'était pas encore complètement autant accepté qu'aujourd'hui. C'était dans les années 87-90. Donc ils ont mis le haut là, ils ont dit, ouais, non, ils avaient peur des dérives sectaires, je sais pas quoi, enfin, c'était un peu étrange. Donc le projet a été abandonné. J'ai fait la même chose avec les écoles, d'ailleurs, ça marchait très très bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux que maintenant, le relais est pris. Il y a des personnes maintenant qui enseignent dans les écoles. Et puis j'ai intervenu dans les entreprises, j'ai donné beaucoup de formations dans les entreprises, et on voyait l'ambiance comme elle changeait, c'était vraiment extraordinaire. Donc il y a de vrais modèles comme ça qui sont créés, et je trouve ça fantastique. Mais mon bonheur, j'ai envie de dire, c'est de me retrouver, parce que j'anime des stages que j'appelle des retraites d'ailleurs, ce sont des retraites. J'appelle ça des retraites, il ne faut pas effrayer les gens, parce que les gens collent tellement aux mots. Les retraites, ça veut dire, pendant quelques jours, je vais me retirer de ce monde agité pour me mettre dans des conditions différentes. On peut dire que quand on prend des vacances, on se retire, on fait une retraite. Et pour moi, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Et là, j'adore parce qu'on passe des moments absolument délicieux. Les gens, je les invite ils découvrent. D'abord, ils sont dans un contexte tout à fait particulier, puisqu'on est dans la nature. Là, on le fait, d'ailleurs, en Alsace, on est à 800 mètres d'altitude, au milieu de la nature. C'est un endroit absolument superbe. On partage tout, parce que je veux que les gens se sentent au même niveau, même moi. On fait à manger ensemble, on met la table, on fait tout est fait ensemble. Les matins, on commence par une méditation, on fait du yoga aussi, du yoga tibétain que j'ai appris par un guide. Et puis tout au long, il y a les enseignements, il y a les expériences. Il y a notamment une expérience que j'adore faire, je ne vais pas la décrire ici, mais qui permet aux gens de vivre, d'être pendant un moment, entre guillemets, sans leur mental. En fait, dans un état, c'est pas qu'ils sont sans le mental, c'est qu'ils sont dans un état d'attention extrêmement élevé. Ce qui fait qu'ils voient à quel point le fait de ne plus identifier à leur mental, de ne plus être identifié, ça apporte une paix extraordinaire. Et on voit, et ce qui est bien dans cette paix, ça ne fait pas faire des personnes solennelles, au contraire, ils ont le visage rayonnant après cette expérience, ils ont le visage ouvert, et c'est absolument superbe. Alors, la retraite est silencieuse, ce sont des retraites silencieuses,
Alors souvent, il y a des personnes, ça les rebute, mais aujourd'hui, les gens reviennent justement pour ça. Parce qu'ils me disent une chose, et ça c'est un lieu commun, ils me disent « je n'ai jamais autant communiqué de ma vie » qu'en venant dans ces retraites où je reste en silence. Parce qu'ils découvrent qu'ils ont d'autres fonctions, qu'ils sont autre chose que ce mental bavard, d'ailleurs. Parce qu'on se cache derrière ce mental bavard. On est dans le paraître, on dit des choses sur soi, mais on n'est pas... Et là, on a des chefs d'entreprise qui rencontrent des femmes de ménage ou des scientifiques, ou tous les genres sont mélangés, personne ne sait qui fait quoi, et ça crée une magie, et les gens repartent dans un état de paix absolument délicieux. Donc c'est des moments que j'adore vivre avec eux, parce qu'on est vraiment dans un moment de partage, vraiment dans un moment de partage, même si on ne parle pas forcément. Alors il y a des moments d'échange, mais c'est des moments magiques. Et ça a commencé, j'ai commencé à donner des retraites à peu près, on va dire 2 ans, 3 ans après le début de mon activité. Mais en fait, je ne savais pas du tout écrire un livre. Il m'était arrivé d'écrire des articles, et je n'aspirais pas particulièrement à écrire un livre. Et puis un jour, je me souviens, le tout premier livre, comment il s'est écrit, c'était assez étrange. Je suis parti, c'était en 2003. J'étais parti faire une balade. J'étais à l'époque avec ma compagne de l'époque. On a fait une longue balade en forêt. Et puis quand je suis rentré, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu besoin de prendre mon ordinateur sur les genoux et de commencer à écrire. Mais je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un livre. Mais je savais qu'il fallait que j'écrive. Et je me suis mis à écrire. Ce n'était pas de l'écriture automatique, je me suis mis à écrire. Et je ne savais pas à l'avance que j'allais écrire le lendemain. Et tout se décrivait au fur et à mesure. Et pendant 1 mois, je n'ai pas arrêté d'écrire. J'écrivais pendant pratiquement 11 heures par jour. J'avais mal aux doigts d'ailleurs. J'ai fait juste une pause à peu près d'1 semaine et j'ai repris. Et le livre s'est écrit en 1 mois. Et ça s'est appelé dans un premier temps les grands secrets du bonheur et de l'accomplissement de soi. Bon, le titre peut paraître un peu ronflant. Et plus tard, l'éditeur ne voulait plus de ce titre et l'a appelé Comment utiliser pleinement votre potentiel. Je n'étais pas trop d'accord avec ce titre, mais enfin bon, bref. Et malgré tout, bon, c'est un livre à succès, c'est même plus un succès puisque c'est devenu un best-seller. Et ce livre s'est vendu très vite, d'abord sur Internet et puis ensuite par le biais d'un éditeur. Ce que transmet ce livre, d'abord c'est un complément à ce qui est transmis dans les cours, c'est une synthèse et j'essaie de d'apporter cette pertinence qui manque tant justement dans ce genre d'enseignement, de faire ces liens avec ce que je vis, ce que je peux mettre en place. Et puis c'est un livre surtout très pratique aussi. Très pratique. Bon, j'aborde les notions évidemment d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, toutes ces choses qui sont un petit peu étrangères à l'occidental, mais dans un langage très accessible, c'est même presque un langage parlé. Les gens me disent, j'ai l'impression que vous me parlez quand je lis votre livre. Et donc voilà. Et ça engage sur la confiance en soi aussi. Ça traite de la confiance en soi, bien que j'ai écrit un 2e livre d'ailleurs qui traite de la confiance en soi, qui s'appelle « Je sais que vous pouvez réussir », et qui aborde surtout le sujet de la confiance en soi, puisque on sait très bien que c'est le principal antidote, le principal ingrédient de la réussite d'une vie, parce que sans cet ingrédient, c'est très très difficile de réussir, de s'affirmer dans la vie, de trouver sa place, d'avoir une vie épanouissante et heureuse, et dans tout domaine confondu. La confiance en soi, on l'acquiert automatiquement dans la mesure où on commence à pratiquer. Elle va devenir automatique parce que c'est... la pratique, je le dis souvent aux gens, c'est une forme de réconciliation avec soi-même. Pour reprendre les paroles de Permin Chaudron, c'est entrer en amitié avec soi. Et quand on entre en amitié avec quelqu'un, et notamment avec soi, eh bien c'est sur la base de la confiance, et qu'on commence à se faire confiance. Et pourquoi on se fait confiance ? Parce que, dans un premier temps, on ne se connaît pas. On est un parfait inconnu pour nous-mêmes, même si on a lu des livres sur la psychologie. En fait, c'est pas ça, se connaître. Ça, c'est conceptualiser ce que l'on est, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées sur soi, on crée de nouvelles idées, tout simplement, mais c'est autre chose de réaliser ce que l'on est vraiment.
Et la pratique, c'est un peu comme si je donne souvent cet exemple, mais il est tellement évident. C'est je passe du temps dans un lieu que je ne connais pas, je vais me familiariser avec ce lieu, et plus je vais me familiariser avec ce lieu, plus je vais gagner en aisance. Et comme je vais gagner en aisance, je vais gagner forcément en confiance. Je me sens en confiance dans ce lieu parce que je commence à le connaître. Et c'est parce que je suis familier de ce lieu. Et c'est pareil, en devenant familier, je deviens familier de moi-même, en fait, de ce que je suis, de mon corps, de mes émotions, de tout ça. Et plus je vais gagner forcément en aisance. Il m'est arrivé à de rares fois d'avoir envie d'abandonner, de passer à toute autre chose, mais sans doute parce que c'était une période où j'étais fatigué, où j'ai une période de remise en question. Mais ça ne m'a jamais quitté. Parce que, d'ailleurs, souvent les personnes me disent, est-ce que tu as des loisirs? Je leur dis oui, mon métier. Mon métier est un loisir. Parce que j'ai tellement de bonheur, tellement de joie à transmettre, tellement de plaisir. C'est comme une évidence, quoi. On partage. Et puis surtout, ça me donne, j'ai la chance, grâce à ce métier, si tant est qu'on peut appeler ça un métier, à cette activité, je préfère dire, grâce à cette activité, j'ai la chance de tout le temps être attentif à mon propre esprit et de ne pas le laisser partir. Parce que ça développe un sens de responsabilité d'enseigner. On a une énorme responsabilité. Et ça nous rend vraiment attentifs. Je suis responsable de ce que je crée, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je transmets, et je suis responsable de ce que je crée. Et ça pousse chaque fois un petit peu plus loin. Et comme il y a le désir à chaque fois d'apporter toujours plus, ça nous invite à toujours nous réformer. Encore aujourd'hui, j'apprends, j'ai trouvé ça incroyable d'entendre de la part du Dalai Lama, je cherche ma voie à tâtons. Je me disais, à l'époque quand j'avais entendu ça, je me suis dit, si lui cherche sa voie à tâtons, alors moi, qu'est-ce que c'est? Et je peux dire la même chose aujourd'hui, je cherche ma voie à tâtons. Et parce que c'est pas parce qu'on entre dans un bois qu'on a tout découvert de ce bois, il y a encore des lieux à découvrir, il y a encore des aspects à découvrir, et on n'arrête pas. Après, bien sûr, c'est plus subtil, mais en tout cas, on découvre tout le temps. Alors ce troisième livre, c'est assez différent des autres, parce que d'abord c'est mon histoire, mais je ne voulais pas écrire une autobiographie. Je recevais beaucoup de témoignages de mes clients qui voyaient leur vie transformée, et je me suis dit, ce serait peut-être bien que je fasse la même chose, que je leur apporte mon témoignage. Parce que beaucoup m'avaient entendu parler de la vie difficile que j'avais eue, comment j'avais traversé, parce que j'étais SDF, j'ai été battu, presque à mort d'ailleurs, j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas très heureuses, que je souhaite à personne, et je me suis dit, ça pourrait aider en tout cas des personnes qui sont justement dans de grandes difficultés, qui ont peut-être le sentiment qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir, que ça va être difficile. Et je me suis dit, en écrivant ce livre, peut-être que ça va donner de l'espoir à ces gens. Et puis aussi, il y a eu cette expérience que j'ai vécue à l'âge de 19 ans, dont je parle presque tout de suite d'emblée. J'ai mis du temps à en parler parce que c'est toujours délicat, je n'avais pas envie de passer pour un illuminé, d'autant plus que c'était une expérience quand même qui aujourd'hui me paraît très concrète, c'est de réaliser, c'est pour ça que je l'ai appelé, lorsque la vague réalise quel est l'océan. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais aussi l'océan. C'est-à-dire, mais c'était plus intellectuel, c'était plus mental, c'était vraiment une vraie expérience, où je me suis senti vraiment relié à ce que les bouddhistes appellent leur vraie nature, ma vraie nature, infinie, vaste. Et ça a été pour moi quelque chose, c'est là où ma spiritualité a vraiment commencé, le chemin a vraiment commencé, parce que j'ai réalisé qu'on était beaucoup plus que ce qu'on croyait, qu'on était beaucoup plus vaste, et il fallait absolument que je réalise ça pour de bon, que je l'accomplisse. Et toute la quête a commencé là. Et donc ce livre, j'ai voulu parler de cette expérience, mais surtout aussi de ce parcours qui était le mien, ce que j'ai fait pour me guérir de mes blessures, ce que j'ai fait pour dépasser justement mes peurs, ce que j'ai fait pour dépasser ce sens du moi, et puis de partager aussi le fruit de toutes ces rencontres que j'ai faites avec Shimazu Rinpoche, et puis beaucoup d'autres aussi d'ailleurs, que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Et donc j'ai voulu partager ça pour que les gens se disent, mais voilà, ça donne de l'espoir, on n'est pas ce que l'on croit, on n'est pas limité. Et puis aussi, j'avais envie d'interpeller aussi les gens pour leur dire, mais regardez ce qu'on est en train de faire aussi à la planète sur laquelle nous vivons tous ensemble.
on est en train de la détruire par nos choix de consommation, par nos attitudes, nos comportements. Les animaux souffrent, 60 milliards d'animaux qui sont tués par an juste pour notre seul plaisir, et dans des conditions abjectes, ineptes, il n'y a pas d'autre mot, pour que on ait des remèdes. Les animaux sont torturés en laboratoire, on assiste à des... Aujourd'hui, je ne sais plus quel auteur avait dit, les animaux sont en train de vivre un véritable holocauste, et on est en dessous des mots quand on voit ce que l'on est capable de faire aux animaux. C'est abject. C'est pas, les gens ne réalisent pas ce qu'ils mettent dans l'assiette. Et ça me fait de la peine. Le jour où je l'ai réalisé, pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, il n'est plus question qu'il y ait de souffrance dans mon assiette. Et j'ai compris qu'on pouvait se nourrir très bien, très correctement, sans être obligé de mettre de la souffrance dans son assiette. Et pour moi, ça a été important. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai lancé l'idée de cette association humanitaire Mouvement Altruiste. Mais en réalité, cet engagement a commencé il y a déjà pas mal de temps, puisque à la sortie de mon premier livre, j'ai eu le bonheur de rencontrer Anthony Blanc, qui cherchait des moyens financiers, parce qu'il avait un projet humanitaire. Il voulait reconstruire une école au Burkina Faso, à Diapaga précisément. Et je l'ai rencontré par le biais d'un ami journaliste, on s'est rencontrés, et je lui ai cédé les droits de mon livre pour justement financer la reconstruction de quel livre ? Comment utiliser pleinement votre potentiel. Et donc je l'ai accompagné, on est allé là-bas au Burkina Faso. J'ai participé d'ailleurs à la reconstruction, parce que je lui ai dit, moi, je ne veux pas juste signer un chèque, je veux participer aussi, je veux aller là-bas avec toi. Et donc et on est devenus amis. Anthony Blanc est le frère d'Olivia Ruiz. Et donc j'ai commencé là, ça a été une belle expérience. Et puis les choses cheminent. Et puis j'ai découvert, grâce à Séverne Suzuki, que j'ai entendu un jour dans une vidéo, un témoignage très bouleversant. Elle avait 13 ans. Ça m'a ému, j'étais très touché. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. Et c'était comme si tous les enfants de la Terre m'appelaient et me disaient, vous devez faire quelque chose, on est en train de détruire la planète dont on va hériter. Et là, j'ai fait des recherches avec des amis, j'ai été bouleversé de voir que les scientifiques n'exagéraient pas. Souvent, on les décrit, on les désinforme, on désinforme le public sur ce qui se passe réellement. Et j'ai mis mon nez dans les chiffres, j'ai regardé ça vraiment de très près. J'étais bouleversé aussi, là, de voir l'état de la planète. Dans quel état on était en train de mettre la planète à cause justement de nos choix de consommation, de notre égoïsme, où on ne se préoccupe pas tellement des conséquences de nos actes parce qu'on veut être servi. On veut satisfaire cet ego avide de sensations et de plaisir, mais il y a un prix à payer pour ça. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né Mouvement Altruiste. Je me suis dit, on va interpeller. C'est pas un mouvement écologiste, c'est un mouvement qui accompagne les gens dans leur réalisation personnelle, parce que le changement ne peut pas venir de l'extérieur. Le changement ne peut venir que du changement intérieur. C'est parce que plus je réalise qui je suis, plus je réalise que je suis aussi la nature, que je suis la vie, moi je vais avoir envie de faire souffrir les autres êtres, et moi je vais avoir envie de détruire la planète. C'est-à-dire qu'on développe ce sens de responsabilité, je suis responsable aussi de la planète sur laquelle je vis. Donc ça ne nous viendrait jamais à l'idée de déverser nos ordures dans notre salon, mais on le fait par nos choix de consommation, on le fait dans la nature. Partout, 12 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans la nature tous les jours. 1 100 000 tonnes de déchets toxiques par jour dans les mers et les océans, et il y a des chiffres comme ça qu'on peut annoncer, qui sont
on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire, par nos choix. Mais parce qu'en amenant les gens à réaliser ce qu'ils sont vraiment, en les aidant dans leur épanouissement, il va se passer plusieurs choses. C'est que d'une part, ils vont se rendre compte que leur bonheur ne dépend pas des conditions extérieures et de ce qu'ils obtiennent, parce que ça, il y a toujours un prix à payer, et les choses qu'ils abandonneront beaucoup plus facilement. Ce sera beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils vont se rendre compte, c'est comme si, comment je pourrais expliquer ça? Je me contente d'un croûteau de pain parce que j'ai l'impression que je ne peux pas avoir autre chose. Et un jour, je réalise que je peux avoir des mets à l'infini. Mais qu'est-ce que je vais abandonner le croûteau de pain, forcément. Si les gens réalisent la vraie source de leur bonheur, ils vont abandonner plus facilement leurs désirs égotistes. Et ils vont se rendre compte à quel point leurs choix, leurs attitudes, leur manière de penser, leur manière d'agir, leur manière d'être est très importante, et que c'est de là que naît le bonheur. Et donc ils vont faire des choix beaucoup plus judicieux, des choix qui vont participer à leur bonheur. Je ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire. Je ne peux pas désirer le bonheur et participer directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, et y compris des animaux. Je ne peux pas espérer connaître le bonheur si je participe directement ou indirectement à la destruction de la planète et de la nature, puisque tout le monde aime aller dans la nature, tout le monde aime entendre les oiseaux qui chantent, tout le monde... Mais si je me dis un jour, il n'y a plus d'oiseaux dans les branches, il n'y a plus d'animaux dans la forêt, à quoi va ressembler la forêt? Et ça, c'est très important. Quand on voit la surconsommation, pour reprendre encore cet exemple, la surconsommation de viande aujourd'hui entraîne des déforestations en masse. Et alors que ce qu'on donne justement à ces animaux pour leur prendre la viande pourrait nourrir toute la planète, la famine n'existerait pas. Donc il y a une espèce d'absurdité incroyable. Et quand aujourd'hui qu'on sait qu'on a l'intelligence et les moyens de faire autrement, on entend des absurdités du genre que c'est dangereux de se priver de viande. Il y a une personne ici que je ne nommerai pas qui a écrit un livre là-dessus, et je me dis mais c'est incroyable. C'est vraiment méconnaître. Là aussi, il y a une méconnaissance en matière de nutrition. Si les gens maîtrisaient mieux, si on s'intéressait un peu plus, moi je ne mets plus du tout de substance animale dans mon assiette, et je suis en parfaite santé. Je n'ai aucune carence, je suis en forme. Il y a des personnes qui ne mangent plus du tout de viande. C'est pas que je dis aux gens qu'il ne faut plus manger de viande, c'est juste qu'ils sachent qu'on peut s'en passer. C'est pas, il y a une espèce d'énorme mensonge qui est véhiculé depuis des siècles. On fait croire aux gens qu'ils ont besoin de viande pour se nourrir, alors que c'est une absurdité complète. Et pendant ce temps-là, rien que pour ça, on est en train de faire souffrir des animaux, les torturer, ils vivent un véritable holocauste, et en même temps, chose encore plus absurde, on détruit notre habitat pour ça. On détruit notre habitat pour avoir nos 10 minutes, et encore, qu'est-ce que je dis, 10 minutes, 5 minutes de plaisir dans l'assiette. Et de voir combien on jette en plus de viande, des animaux qui ont été torturés pour rien. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter et se dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ça que je veux dans le monde? Est-ce que c'est ça que je veux demain pour mes enfants? Est-ce que c'est ça que je veux pour les générations à venir? Est-ce que c'est la planète que je veux leur offrir? Si moi, en tant que parent, je ne suis pas parent, mais si moi, en tant que parent, j'ai envie d'offrir quelque chose à mes enfants, c'est quand même une planète saine, non polluée, où ils vont voir, ils ne verront pas les girafes parce qu'ils sont en train de s'éteindre, ils ne verront pas les gorilles parce qu'ils sont en train de s'éteindre, ils ne verront pas les rhinocéros parce qu'ils sont en train de s'éteindre. En 10 ans, on a détruit 95% des rhinocéros. C'est juste un chiffre comme ça, et il y en a plein comme ça. Donc là, il y a, mouvement altruiste, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur de dire, arrêtons ça, arrêtons ces dégâts, arrêtons de détruire notre planète, parce qu'on peut faire autre chose autrement, parce qu'on peut le faire autrement, on peut faire en mettant plus de joie, plus de bonheur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche tous? Le bonheur. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en participant à la destruction de notre planète? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en participant à cet holocauste animal? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en réalisant que pendant que moi je mange, à m'en faire éclater la panse, il y a des enfants qui meurent de faim, aujourd'hui, encore, à ce siècle?
Il y a quelque chose de complètement absurde. Et c'est devant cette absurdité que j'ai eu envie de créer Mouvement Altruiste. À l'écoute de tout ce que tu viens effectivement de nous décrire avec beaucoup de cœur, se dégage cette valeur qui est l'altruisme. Est-ce que, selon toi, l'altruisme est quelque chose qui permet de stimuler l'envie de vivre? Ah mais l'altruisme, c'est la plus grande source de bonheur, mais il faut s'entendre dans ce qu'on appelle altruisme, parce qu'il y a tellement d'idées. Nous, on a un héritage épouvantable, c'est l'amour, c'est on doit prendre soin des autres au détriment de soi. Sinon, on est égoïste. Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est que si moi je ne vais pas bien, comment je vais pouvoir aider? Est-ce qu'on a déjà vu une personne triste apporter du bonheur? Est-ce qu'on a déjà vu une personne déprimée apporter du bonheur? Non. L'altruisme, il commence par soi. C'est-à-dire que, en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand je prends soin de moi, je ne parle pas de se préoccuper de soi qui est très différent. Quand je prends soin de moi, je prends soin de la vie que j'incarne. J'ai la responsabilité de cette vie qui est la mienne. Donc je vais prendre soin, je vais lui donner les moyens de s'épanouir, un peu comme je vais prendre soin d'une plante pour lui donner les moyens de s'épanouir. Une fleur va s'épanouir, va s'ouvrir, va pouvoir libérer sa fragrance, donner du parfum à tout le monde. Quand je prends soin de la vie en moi, je lui donne les moyens de s'épanouir, de se réaliser. Mais en même temps, par la loi de l'interdépendance, je suis indissociable des autres. Et que le bonheur, le malheur des autres ne peut pas participer à mon bonheur, c'est impossible. Donc l'altruisme prend tout son sens. Donc en m'occupant des autres, en plus j'apprends à mieux m'occuper de moi. Donc je suis gagnant. Et encore une fois, on ne va pas trouver de bonheur en tapant sur ses enfants, en faisant passer ses nerfs sur ses enfants, au contraire. Ça va les stresser, ça va leur faire peur, ils vont s'éloigner de moi. Donc finalement, qu'est-ce que j'aurais gagné? Rien. Si au contraire, je cultive la bienveillance, je prends soin de mes enfants, qu'est-ce que je vais y gagner? Je vais avoir des enfants mieux dans leur peau, plus épanouis, plus capables de voler de leurs propres ailes, de créer eux-mêmes leur propre bonheur. Rien que ça va m'apporter du bonheur. Donc je vois que cette attitude altruiste envers mes enfants a été très bénéfique. Et je suis fier aujourd'hui de voir que j'ai des enfants épanouis, qui sont capables de voler de leurs propres ailes, qui sont capables de partager, de donner, d'apporter de l'amour aux autres. Et l'altruisme, eh bien, je ne vais pas me limiter à ça. C'est de souhaiter à tous les êtres. L'altruisme, c'est d'arriver à cette motivation profonde de se dire, est-ce que mes actes, mes pensées, mes paroles participent à la réalisation et au bonheur des autres? Est-ce que je suis bénéfique en agissant de cette façon? Et c'est quelque chose qu'on doit avoir tout le temps à l'esprit. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus attentif à ce qu'on fait, on est très attentif, de la même manière qu'on ne va pas acheter des ordures dans son salon, on va être attentif à ne pas faire ça. Et bien là, on va être attentif à ce que l'on fait et à la manière de le faire. Est-ce que, en agissant de telle ou telle manière, ça va participer au bonheur d'autrui, donc forcément au mien aussi? Et là, on voit que l'altruisme, c'est la plus grande source du bonheur. C'est vraiment la plus grande source du bonheur. C'est pour ça que, quelque part, si on me dit est-ce que tu vas prendre ta retraite? Ben non. Ben non, parce que c'est comme si on me disait est-ce que tu arrêtes de vivre? Est-ce que tu arrêtes de donner? Je vais pas arrêter de donner. Parce que c'est une activité, c'est pas un métier. C'est tant que Dieu me prêtera vie, eh bien je continuerai à donner.